L'astrologie et le karma. Alors il y a bien sûr plusieurs façons d'étudier une carte natale, et donc suivant les croyances spirituelles des personnes, on s'intéresse ou non à savoir ce qui peut venir de vie antérieure. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'avoir une réflexion approfondie sur le sujet, meilleure que celle qui est dans les livres existants, puisque justement je m'en suis inspiré et j'en ai fait une synthèse plus vaste. Dans les livres d'astrologie karmique classique, on vous parle du passé et on vous parle pas du futur. De même d'ailleurs que dans, en général, l'astrologie védique ou l'astrologie grecque, on vous parle de ce qui vient du passé, mais pas non plus de ce qui vient du futur. Parce que l'être humain n'était pas prêt à envisager le fait qu'il y a une direction aux choses, même si ça fait partie de la philosophie grecque, généralement, le concept que les choses ont une finalité. Mais quoi qu'il en soit, on verra ça aussi. Et dans la deuxième grande partie de cette vidéo, on verra également le sens karmique des signes et des maisons pour que vous puissiez lire votre carte et vous dire, bah tiens, c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive ici, d'où ça peut venir éventuellement. Alors de mon point de vue, dans une carte natale, il y a 3 grandes fonctions aux planètes présentes, et c'est selon cette grille des 3 grandes fonctions qu'il faut les analyser. Dans les livres, vous n'en avez qu'une, et c'est pauvre. Donc, première fonction, c'est effectivement la fonction de correction karmique. En général, dans les livres, il vous dit ça. Il s'est passé ça dans le passé, donc aujourd'hui, il se passe ça. Or, la deuxième immense cause, et qui n'est pas du tout à négliger, c'est le présent. Le présent, c'est de dire, bah, cette vie, elle a un sens pour elle-même. Cette vie, c'est une œuvre d'art. Dans cette vie, on est une pièce du puzzle qui est l'humanité, et qui est la vie en général, et on remplit une certaine fonction. Si vous vous occupez d'un enfant, si vous vous occupez d'un animal, si vous vous occupez d'une certaine profession, etc., etc., chaque chose que vous faites dans la vie va avoir des conséquences pour d'autres êtres. Et ça, en fait, c'est lié au présent, et ça, c'est bien sûr lié avec votre astrologie présente. Donc il y a un truc un peu égocentrique à dire ah, ça c'est pour la personne, c'est du passé de la personne, alors qu'en fait il y a aussi une logique plus organique de la vie en général. Et puis la troisième grande chose dont on vous parle absolument pas dans les livres d'astrologie et sur les vidéos d'astrologie karmique, c'est le futur. C'est-à-dire que on a un moi supérieur en fait, et ce moi supérieur c'est ce qu'on peut devenir quelque part, c'est l'être spirituel qu'on peut devenir dans ses interactions avec l'ensemble de la vie, dans ses interactions avec le divin, et donc eh bien, il y a une pédagogie de la vie qui fait que c'est comme un chapelet de perles, mais un chapelet intemporel, en quelque sorte, de choses qui vont se compléter pour donner un sens, pour donner une narration, pour donner une place générale dans la vie, et pas seulement du passé, mais aussi du futur, et donc voilà, c'est l'ensemble de l'être qui s'enrichit de ce que l'astrologie lui donne. Concernant ces 3 interprétations possibles de la carte natale, ça demande beaucoup de discernement, ça demande beaucoup de connaissance de la personne, ça demande beaucoup d'expérience pour savoir comment les choses vont s'articuler entre ces 3 façons, ces 3 raisons finalement qu'a la vie de nous donner telle ou telle planète dans tel signe. Et quand vous lisez une carte, c'est à vous de prendre le temps de réfléchir, eh bien, est-ce que ça c'est quelque chose qui est à corriger du passé, donc c'est votre intuition, c'est votre connaissance profonde, c'est aussi les blessures qui vont indiquer des choses du passé, là où bien sûr Jupiter, Vénus peuvent indiquer plutôt des choses liées au futur, le Soleil aussi est plus tourné vers le futur, la Lune est quelque chose d'une mémoire, hein, la Lune c'est ce cycle qui revient, qui nous rappelle, on repasse, vous voyez, c'est comme la sinusoïde, hein, la fonction cosinus, sinus, tangente, qui reviennent au même point régulièrement pour rappeler le même phénomène qui s'est déjà passé. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a des planètes qui naturellement aussi sont plus tournées vers le futur. Saturne est très tourné vers le futur. Je disais Saturne vers le passé, Uranus vers le futur, évidemment. Neptune a quelque chose aussi d'aller se projeter vers quelque chose qui est souvent de l'ordre de l'illusion, parce que c'est cet amour universel qu'on connaîtra un jour. Mars est un petit peu plus lié au passé, quelque chose de combatif, lié à l'animal intérieur. Et puis toutes les blessures, donc Chiron, la lune noire, sont plus liées au passé. Le nœud sud, on en parle après, il est fortement lié au passé. Le nœud nord nous amène plus vers le futur, donc vous voyez aussi que les différentes parties de la carte ne sont pas autant
les unes que les autres, réparties entre le présent et le futur. Le soleil est un peu dans le présent, un petit peu dans le futur, naturellement. Pour tout ce qui vient du passé, on peut appliquer cette grande loi qui est la loi de la répétition, c'est-à-dire que si vous souriez tout le temps, eh bien vous allez avoir des rides qui montrent que vous souriez. Si vous pleurez tout le temps, vous allez avoir des choses sur votre visage qui montrent que vous pleurez tout le temps. Si vous êtes constamment à travailler la volonté, votre menton, un petit peu votre mâchoire va aussi s'élargir, va aussi se dynamiser, se sculpter. Chaque chose qu'on répète finit par laisser des traces de plus en plus profondes dans la vie. Et c'est la même chose avec les comportements, et donc dans tout ce qui est astrologie karmique, le grand principe, eh bien, c'est que ce qui se répète se grave, et que ce que vous avez comme carte dans la main aujourd'hui sont la résultante des comportements que vous avez les plus pratiqués, notamment sur les dernières vies, qui sont finalement là où vous êtes arrivé, en gros. Donc si vous avez une planète qui est à domicile, une planète qui est exaltée, une planète qui est en angle, une planète qui est en bons aspects, eh bien c'est une partie d'âme que vous avez travaillée de façon saine dans les dernières vies. Et à l'inverse, quand vous avez une planète en exil, en chute, mal aspectée, rétrograde, eh bien, même si ça va avoir un intérêt, puisque chaque erreur nous apprend quelque chose, donc c'est pas mauvais au sens absolu, mais dans le cadre de cette vidéo sur l'astrologie karmique, on peut dire que plus de 2 fois sur 3, et à mon avis dans 95% des cas, une planète qui a des mauvais aspects, mauvais placements, une planète rétrograde, est liée à une forme de déséquilibre qui était peut-être nécessaire, qui avait certainement sa place dans une certaine économie générale de la vie, mais qui était néanmoins un déséquilibre par rapport à cette fonction d'âme, et qui appelle à une réparation dans cette vie. Par exemple, j'ai, comme j'en ai parlé souvent, Mercure en Scorpion, Vénus en Scorpion. Eh bien, avec Vénus en Scorpion, c'est que j'ai eu beaucoup de chagrin d'amour, j'ai eu peu de temps pour m'occuper des choses amoureuses, j'ai eu peu de temps pour vraiment travailler l'estime de soi de façon habituelle, on va dire, dans les vies précédentes, et donc j'arrive dans cette vie avec un déficit général, on peut dire, de la vertu amour. Et à l'inverse, pour continuer sur mon exemple, j'arrive avec Mars Capricorne maison 6, ce qui est un placement assez idéal. Donc voilà, j'ai une forte volonté qui vient du fait que j'ai beaucoup travaillé cette volonté, j'ai été un guerrier dans des vies précédentes, donc ça ne me coûte pas de faire des choses conquérantes, de maîtriser les émotions et des choses comme ça. Bien, j'aimerais vous parler des nœuds lunaires, et là encore, on est dans un principe lunaire, et qui dit lunaire dit passé. La Lune, c'est quelque chose qui nourrit notre appartenance clanique, notre appartenance biologique, et ces appartenances biologiques, un petit peu comme quand il y a des vendettas ou des choses comme ça peut nous apporter le meilleur comme le pire, c'est-à-dire un héritage des fois génétique, un héritage culturel, un héritage matériel, ou bien ça peut être aussi, là encore, des dettes à payer. Donc les nœuds lunaires ont trait à un héritage qui peut être très bénéfique, et en ça le nœud sud est ni bon ni mauvais, hein, même en astrologie védique il est considéré positif, et à l'inverse le nœud nord c'est ce qui risque de nous égarer matériellement, parce que la philosophie, disons, hindoue appartient à une autre époque et à une autre façon de concevoir le monde qui était alors dominante. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas considérer que le nœud nord soit essentiellement plus positif que le nœud sud, mais quand même, on peut dire que si on veut se compléter, si on veut grandir, si on veut apprendre des nouvelles choses, ça appartient clairement au nœud nord, et pas au nœud sud, qui lui est de l'ordre justement de cet héritage bon et mauvais en général. Ça dépend évidemment des aspects, hein. Il y a des nœuds sud qui sont plus corsés que d'autres qui sont plus nettement favorables, mais quoi qu'il en soit, le nœud sud a cet intérêt vraiment grand de montrer un archétype majeur qui va être à travailler dans cette vie. Peut-être plus que n'importe quel autre point de la carte, le nœud sud est karmique. Je dirais Saturne est quand même extraordinairement karmique aussi, peut-être ex aequo avec le nœud sud. Pluton va être à 2 tiers karmique quand même aussi. Chiron et la lune noire vont être aussi extraordinairement karmiques. Mais quoi qu'il en soit, pour ce qui est du nœud sud, il a l'intérêt aussi donc de montrer un archétype qu'on a été.
hein. Là où finalement Pluton, la Lune noire, Chiron vont indiquer des blessures qu'on a récoltées dans le passé. Là c'est quelque chose qu'on a été, qu'on peut remettre en valeur, et même des fois c'est essentiel de le faire. Si vous avez un nœud sud qui est isolé dans la moitié de la carte, eh bien c'est une pièce maîtresse que vous allez devoir jouer jusqu'à la fin de votre vie, là où on dit en général qu'en milieu de vie on doit passer au nœud nord. Eh bien c'est pas le cas évidemment si le nœud sud est le seul dans un élément. Par exemple, le nœud sud c'est votre seule chose en terre ou en feu, là ça devient une pièce maîtresse majeure. Ou la seule chose en air, c'est si vous n'utilisez pas votre nœud sud, vous avez beaucoup de mal à penser clairement, à aller dans des concepts. Donc le nœud sud ici va avoir un rôle clé en fait. À chaque fois que le nœud sud est dans quelque chose qui est isolé ou qui est unique, eh bien ça en renforce l'importance. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vous disais, c'est que ce nœud sud, c'est aussi un personnage qu'on a vraiment été, souvent plusieurs fois, et dont on doit récupérer l'héritage positif et transmuter l'héritage négatif par le nœud nord. Je vous donne les grandes lignes d'analyse du nœud sud, si vous ne les connaissez pas déjà. Donc évidemment, on va regarder le signe, qui va nous indiquer quel type de personnage. La maison où il se trouve va indiquer le type de fonction qu'il exerçait. Ce personnage va être doublé si c'est conjoint à une planète. Nœud sud conjoint à la Lune, eh bien on avait un rôle nourricier, on était dans une posture de nourricière par rapport au monde et aux êtres. Nœud sud conjoint à Chiron, on était une personne peut-être blessée, on vivait, on se sentait, il y avait quelque chose qui nous tracassait au quotidien. Nœud sud conjoint à Mars, on était aussi un guerrier, etc. Donc il faut interpréter la conjonction avec le sens symbolique général des planètes. Et puis l'histoire de ces vies antérieures par le nœud sud peut être vraiment très précise, parce que on va regarder aussi le maître du signe. En regardant le maître du signe, eh bien, ça va nous donner les circonstances dans lesquelles l'archétype s'est cristallisé, quelle est la circonstance, comment ça s'est terminé et pourquoi. Hein, le maître va nous donner des indications vraiment précieuses sur ce qui est arrivé à cet archétype. Et puis, ce qui va vraiment finir de faire une histoire, dans certains cas, ça va vraiment loin dans comment on peut voir cette histoire, mais évidemment, c'est de l'ordre d'après de l'intuition qu'on a par rapport à la personne, qui va permettre de compléter les pièces du puzzle, qui finalement va impliquer même les points qui ne sont pas directement liés au nœud sud, puisque jusqu'à un certain point, tout est karmique donc dans la carte, et en méditant profondément tout ce qu'on voit dans la carte, on va pouvoir préciser ce nœud sud. Mais en tout cas, un troisième point essentiel, c'est les aspects que ça fait. Et donc, des aspects positifs, donc sextile, trigone, indiquent que ce personnage intérieur était aidé par certains autres types de personnages et certaines parties d'âme. Et inversement, si on a des carrés et des oppositions, donc des oppositions, c'est des choses qui sont en nœud nord, eh bien, ce sont des choses qui nous faisaient obstacle, des choses qu'on n'arrivait pas à intégrer, qu'on n'arrivait pas à vivre dans notre âme, et donc auxquelles on se heurtait à l'extérieur. Et donc, quand c'est le cas d'une opposition, eh bien, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on rejetait, dont on ne voulait pas dans les vies antérieures, et cette fois-ci, il s'agit d'en faire une force, il s'agit d'en faire une nouvelle compétence pour ne pas rester dans cette opposition passée. Deuxième partie de cette vidéo, signes et maisons. Donc les deux sont des choses qui viennent du passé. Les signes sont de l'ordre des compétences, des savoir-être qu'on peut avoir, et des fois des dettes qu'on a à payer. On va voir lesquelles dettes en fonction des signes. Tandis que les maisons sont des goûts. On a développé le goût de telle chose, l'envie de faire telle chose. Donc plus on a des choses dans une maison, plus ça veut dire qu'on a une relation positive, une relation favorable avec cette partie de la vie. On y va donc pour les 12 signes et ce qu'ils peuvent signifier. À chaque fois, la planète ou l'astéroïde correspond à une partie de notre âme, et le signe va dire, bien, qu'est-ce que doit apprendre, qu'est-ce que doit régler cette partie d'âme. Bélier, eh bien, Bélier, on a une partie d'âme ici qui est sur un champ de bataille. Elle est donc là, si on regarde le futur, pour apprendre le courage, pour apprendre la force, pour apprendre l'intrépidité. Si on est au présent, eh bien, c'est une personne qui va apporter de l'enthousiasme, de la force, de la loyauté, de la vérité autour d'elle. Mon expérience de l'astrologie, c'est que dans une carte natale, 40% appartient au passé, 30% appartient au présent, et 30% appartient au futur.
Pour ce qui est du bélier, le passé a à voir avec des personnes, particulièrement quand c'est une lune, donc qui est plus liée au passé en bélier, donc c'est une personne qui était sur un champ de bataille, c'est une personne qui a à résoudre des colères, c'est une personne qui a à résoudre des conflits avec des personnes, qui va attirer ses anciens ennemis pour essayer de se réconcilier ou de payer les dettes qu'il y a avec ses anciens ennemis. Un principe important dans le karma des signes, eh bien, c'est que chaque signe vient, entre autres choses, mais notamment, corriger le signe précédent. Je vous ai parlé de ça abondamment dans la vidéo sur la maison 2 et l'argent, puisque la maison 2 vient corriger l'ascendant. Quelque part, elle vient apporter un rééquilibrage par rapport aux excès de l'ascendant. Et de la même façon, dans la grande pédagogie de la vie, l'un des intérêts de chaque signe, c'est justement d'équilibrer le signe précédent. En l'occurrence, pour ce qui est donc du bélier dont on était en train de parler, eh bien, la personne est arrivée, on peut imaginer dans certains cas en tout cas, à un point de sacrifice, où elle a tout donné, peut-être elle est morte, peut-être elle a vraiment fait des efforts immenses autour d'elle dans une vie précédente, et cette partie d'âme qui est fatiguée, cette partie d'âme qui a tout donné, cette partie d'âme qui a été confrontée à une hostilité ou une adversité dont elle n'est pas venue à bout, on lui redonne du bélier qui lui permet de repartir en avant vers un nouveau cycle, vers une nouvelle légèreté, même si, quelque part, eh bien, ça va pouvoir, là, à nouveau, générer des excès. Et donc, ça nous amène aux parties d'âme qui sont en taureau, et bien cette fois-ci, dans la partie d'âme en taureau, on pourrait avoir cette phrase passer de l'épée à la charrue, qu'on trouve dans Ésaïe 2, justement, comme la deuxième maison. Le taureau, quelque part, et les planètes qu'on peut avoir en taureau, ce sont des planètes qui se sont battues, elles étaient peut-être d'extraction humble, elles étaient peut-être dans un milieu social modeste, elles ont dû se battre, et puis dans cette vie, elles ont envie de se reposer de ce combat de type bélier qu'elles ont vécu, mais il y a encore une grande nervosité quand même dans nos parties d'âme qui sont en taureau, et donc il faut réussir à s'apaiser, le taureau doit s'apaiser par la sensorialité, il s'est dépensé, il s'est énervé dans l'action, dans la compétition, et maintenant il doit se ramener à quelque chose de reposant socialement, de plus mainstream, de plus tranquille, de plus inclusif, de moins faire de vagues comme il a pu faire en bélier, enfin on peut imaginer ce genre de scénario donc, et revenir à quelque chose de plus grand public, de plus ordinaire, dans lequel il va se faire plus d'amis, pour apaiser cette partie d'âme qui recherche la paix, donc après avoir donc passé par Poisson, il y a eu des épreuves, Bélier, voilà, on a repris de la force, on a repris de la confiance, et puis là on veut vraiment boucler cette boucle un petit peu traumatique qui serait liée au Poisson symboliquement. C'est pas que les planètes passeraient comme ça signe après signe, c'est 1000 fois plus complexe que ça, mais quand même on a un petit peu cette idée, et donc au Taureau, voilà, on pose les choses, mais par la matérialité. J'en profite d'ailleurs pour indiquer que l'astrologie karmique est un service que je propose, donc vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous pour me demander quel est le sens karmique de mes planètes, quels archétypes, d'où ils viennent, quel type de vie j'ai eu précédemment, dans quel lieu. J'utilise dans ce cas-là donc l'astrologie et mon intuition pour répondre plus précisément à cette question. Ensuite, les planètes qui se trouvent en Gémeaux. Eh bien, les planètes qui se trouvent en Gémeaux vont parachever, on pourrait dire, cette régénération du printemps, donc à commencer en Bélier, qui continue en Taureau, et qui continue maintenant en Gémeaux, par reprendre contact vraiment avec l'enfant intérieur. On s'est battu pour ressortir, on s'est battu quand même avec le Taureau, mais pour s'apaiser, c'est un peu la contradiction du Taureau. Et puis, avec le Gémeaux, cette fois-ci, on va laisser tous les combats de côté, on va rentrer dans un mode où tous les contraires se valent, où tout est diplomatique, tout est cool, et vraiment l'âme va pouvoir se régénérer par une impression de liberté maximale. Le Gémeaux, dans le zodiaque, c'est notre liberté maximale, c'est celui dont la valeur numéro 1 est la liberté. C'est d'ailleurs impressionnant les personnes taureaux pour ça, et en couple notamment, parce qu'ils ont ce besoin fondamental de liberté qu'on doit donner à cette partie d'âme, et donc c'est compliqué en tant que partenaire de couple. En tant qu'ami, évidemment, c'est simple. En tant que partenaire de couple, c'est beaucoup plus challengeant des planètes du partenaire qui sont en Gémeaux. Mais pour vous donner un exemple, il y avait une patiente qui avait un mari Gémeaux, et ce mari avait eu besoin de vivre une autre aventure avec quelqu'un parce que cette partie d'âme, qui était en l'occurrence son soleil, donc, avait été envoyée dans les camps de concentration dans la vie précédente, et donc elle n'avait pas du tout eu des libertés pendant plusieurs années, s'était trouvé
voyez, c'est ce geste d'âme, en fait, qui se compense, hein, c'est l'effet bouchon de champagne, en fait, le Gémeaux, si on veut, mais qui est nécessaire pour la personne, et donc c'est important d'avoir la compassion pour soi-même, si on est Gémeaux, d'avoir ce grand besoin de diversité, hein. Je regardais ma vidéo sur le Gémeaux, mais la personne Gémeaux, fondamentalement, c'est celle qui a besoin de toucher à tout, de se sentir libre, d'explorer des idées, le matin de faire ça, l'après-midi de faire ça, le soir de faire une troisième chose, et pareil dans sa carrière, et pareil dans ses amitiés, et amoureusement, il faut que soit qu'il y ait une personne en face qui se renouvelle beaucoup, soit qu'il y a plusieurs personnes, mais c'est important donc de donner à la personne cette compréhension ou de se la donner à soi-même. Cancer, j'en profite pour un grand principe d'astrologie karmique qui nous vient notamment de Jeff Wolf Green, donc était un astrologue qui a beaucoup parlé d'astrologie karmique, et pour lui, eh bien, chaque signe appelle, disons, chaque signe est un karma et appelle par dharma, donc par appel du futur, tel que je l'indique dans cette vidéo, à la polarité contraire. Donc c'est intéressant. Vous pouvez prendre toutes les planètes de votre carte, tous les points astrologiques de votre carte, et puis regardez ce qu'il y a en face. Ce qu'il y a en face, quelque part, eh bien, c'est la complémentarité qui viendrait du futur, que vous pouvez donc développer de façon complémentaire pour être une personne plus complète. Cancer, donc la personne a quelque chose à travailler avec la famille, avec le clan, avec les émotions. On lui donne, si on regarde au présent et au futur, un supplément, disons, d'émotions. Donc la personne va être dans les émotions. Vous pouvez regarder les signes, évidemment. Disons, les éléments de chaque signe vont indiquer aussi quelque chose qui est à travailler. Et donc ici, il y a un travail qui est à faire sur les émotions. Et si on regarde vers le futur, donc la personne doit se libérer de toutes ses appartenances, en faire quelque chose qui est de l'ordre vraiment du moi, d'une subjectivité personnelle. Hein, voilà, je collecte autour de moi, je collecte dans mes proches les informations dont j'ai besoin pour me construire, pour avoir des racines qui m'appartiennent, et disons le point un petit peu, un point de direction pour le cancer, c'est d'arriver à avoir sa propre subjectivité, sa propre autonomie émotionnelle, sa propre autonomie d'appartenance, ce qui serait finalement plutôt de l'ordre du Capricorne qui est le signe en face. En somme, chaque signe correspond à des archétypes qui sont dans notre psychisme, et les planètes qui y sont vont nous faire travailler ces archétypes. Par exemple, on était dans le cancer, si vous avez Saturne en cancer, eh bien ça va être les difficultés par rapport à la famille, ou ça va être prendre soin de ses parents, ça peut être des choses de cet ordre-là. Le lion maintenant, eh bien le lion justement en termes d'archétype, c'est principalement notre adolescent intérieur. Vous savez, c'est un peu comme le roi Louis XIV, le lion, c'est le moi-je, c'est j'ai découvert quelque chose de génial en moi, il faut absolument que je vous montre. On a tous été à un moment ou un autre cet adolescent absolument passionné pour quelque chose qu'on a en général totalement oublié 3 ans après, si c'est pas 3 jours après, mais on est à un niveau de passion absolue qui est évidemment une partie très importante de notre âme. Le lion, c'est notre cœur passionné, amoureusement aussi, donc les parties qu'on a en lion, très souvent nous montrent quelque chose de l'ordre d'un karma amoureux. On a besoin d'une rencontre, de tomber amoureux de la personne pour récupérer cette partie d'âme. Si vous avez le soleil en lion, eh bien ça veut dire que vous allez retrouver des parties qui vous appartiennent au moment où vous avez, disons, cette limérance, on peut dire, hein, le lion, dans son aspect karmique, est lié à la limérance, c'est-à-dire à cette imagination qui nous fait retrouver des parties d'âme nous appartenant chez l'autre, phénomène qu'on va retrouver dans une moindre mesure chez la Vierge, qui va elle plutôt admirer ses professeurs, et d'une façon un petit peu équivalente chez la Balance tout à l'heure. Au présent, bien sûr, le lion, c'est notre chaleur, c'est aussi comme le bélier, notre courage, notre capacité d'entreprendre, et le lion, c'est aussi le déploiement de toute notre créativité. D'une autre façon, on pourrait dire que le cancer, c'est notre enfant lunaire, et le lion, notre enfant solaire. Enfin, quoi qu'il en soit, les meilleures choses ont une fin, et donc on passe au signe de la Vierge, au sens où justement la Vierge va corriger cette enfance insouciante que peut être le lion, qui est quand même un signe très, très drôle, même si voilà, des fois cet excès d'insouciance justement génère des problèmes. Et nos parties d'âme qui sont dans le signe de la Vierge, eh bien c'est justement des parties d'âme qui sont, disons, on pourrait dire en cellule de dégrisement,
C'est pas la prison, hein, comme le Scorpion qu'on verra tout à l'heure, mais clairement, la Vierge, elle a quelque chose de l'ordre de la cellule de dégrisement, où vous n'avez rien à faire, vous avez juste, disons, souvent une machine à écrire, vous avez un ordinateur, vous avez peut-être une famille dont il faut vous occuper, mais la vie vous recentre cette partie d'âme sur le fait de travailler pour arriver à une sobriété que vous aviez peut-être un petit peu oubliée dans des vies précédentes. Quand on sonde comme ça les personnes qui ont une forte marque du signe de la Vierge, on voit des vies précédentes, mais d'un chaos qui est juste souvent inimaginable, parce que c'est des personnes qui avaient une soif de vie incroyable et qui sont parties explorer des directions X, Y, Z, Delta, et les voilà aujourd'hui ramenés à beaucoup de sobriété avec le signe de la Vierge. Donc la vie leur donne ce goût suisse du travail bien fait, de la fine minutie de l'horlogerie qui fonctionne à la microseconde, qui va vraiment apaiser cette partie, qui va aussi la ramener à des choses vraiment humbles, à des choses concrètes, à des choses réelles, et à pas se perdre dans toutes les folies de grandeur du lion qu'ont pu arriver par le passé. Et puis dans les aspects qu'il peut y avoir avec le karma du signe de la Vierge, c'est l'un des 3 signes où on a pu être le plus servant. Disons, chez le Scorpion, ça va être vraiment de l'ordre de l'esclave et de l'ordre de l'abus. Chez le Capricorne, on va aussi être dans des difficultés, on va surmonter des difficultés pour le sien. Et effectivement, Vierge peut avoir cette coloration, disons, des domestiques ou des personnes qu'on a utilisées comme simplement des travailleurs. Et donc dans la Vierge, il peut y avoir aussi ce karma lié à ça. Et c'est vrai que pour avoir observé des personnes vierges sur beaucoup d'années, puisque mon père et ma sœur le sont, plus d'autres personnes que je connais de très près qui le sont également, on voit qu'il y a une première partie de vie avec le signe de la Vierge où la personne c'est comme si elle avait envie de dévorer le monde. Et puis, il y a cette valeur travail qui est vraiment centrale, hein, comme je vous disais, chez le Gémeaux, on a la valeur liberté, chez le Bélier, on a la valeur courage. Ici, c'est la valeur travail qu'on a chevillée à l'âme de la personne, et donc cette valeur travail, eh bien, c'est comme un encadrement mathématique, si vous voulez, eh bien, va petit à petit ramener au centre, qui est le travail. C'est certainement une expression très noble et très élevée de l'amour, donc ça permet dans le cas où la personne se serait éparpillée dans beaucoup de directions, de revenir à quelque chose de socialement hyper important. Le sens karmique du signe de la Vierge, c'est vraiment le sens de la fable La cigale et la fourmi. Et pour autant, justement, eh bien, dans le signe de la Vierge, il y a cet excès fourmi qui est de s'occuper de ses compétences, son travail, son service. Même si la Vierge est très au service des personnes qui sont autour d'elle, ça reste centré sur ce qu'elle peut apporter, sur ce qu'elle peut faire. Qu'est-ce que je fais, quelle est la perfection de ce que je fais. Et donc, dans le signe de la Vierge, malgré tout, on a quand même la poursuite aussi du signe du Lion, qui est une construction du soi, même si elle est nettement plus sobre, nettement plus discrète dans le cas de la Vierge. Et donc, par rapport à toute cette construction des 6 premiers signes, qui est la construction du soi, eh bien, le 7e signe, cette fois-ci, de la Balance, va être un correctif à toute la première moitié du cycle, on pourrait dire. C'est-à-dire que pendant les 6 premiers signes, eh bien, ça a été mes actions, mes avoirs, mes idées, ma famille, ma création, mon travail. Hein. Et puis là, on rentre dans le nôtre. Hein. Donc il y a un grand bouleversement dans la Balance, et quelque part, quand on scrute profondément les personnes du signe de la Balance, on sent que justement, ils sont arrivés à un point de cristallisation du moi qui est important, mais qui est excessif en fait. Ils ont tellement travaillé, ils ont tellement bien travaillé à se construire dans les 6 premiers signes symboliquement, qu'on leur donne un soleil, on leur donne une lune, on leur donne un ascendant, où ils vont pouvoir s'émerveiller à nouveau pour quelque chose qui n'a rien à voir. Ils vont pouvoir tomber amoureux facilement, ils vont pouvoir goûter la différence de l'autre avec le signe de la Balance, de façon répétée, qui là aussi va polir cet enfermement qu'avaient pu apporter les 6 premiers signes.
comme par exemple on a ça dans le cas de la France, qui est un pays, disons, qui a un certain âge, puisque c'est un pays qui date, on pourrait dire, de Clovis ou quelque chose comme ça. Et ce vieux pays qu'est la France, justement, il est dans ce signe de la balance avec la 4e et la 5e République. Là où, et c'est intéressant par rapport à cette vidéo, la Troisième République avait un soleil en Vierge. Donc la Troisième République, vous vous souvenez, c'était cette République qui va donc jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, qui était donc conquérante, paternaliste, à vouloir améliorer, avec une foi en la science, vraiment beaucoup d'éléments vierges. Et puis le destin de l'après Deuxième Guerre nous a amené ces 4e et 5e Républiques qui sont balance, où la France n'a plus cet égocentrage qu'elle avait eu jusqu'à présent de se dire je brille pour moi, mais avec la balance, il y a plutôt je me mets au service. C'est pas mal mis au service la France des idées de l'OTAN de façon générale, en positif comme en négatif. Mais c'est sûr que depuis la 4e République, la France est avant tout, disons, au service de la beauté, de la mode, plus que auparavant où elle était vraiment au service, disons, de la propre construction de soi, comme ça peut être le cas avec les 6 premiers signes. Alors les planètes qui sont en Scorpion, je rappelle que pour la majorité des signes, j'ai des vidéos qui leur sont dédiées, donc n'hésitez pas à regarder dans les vidéos antérieures et plus spécifiquement dans ma playlist d'astrologie, vous les trouverez assez facilement. Donc Scorpion, eh bien, ce sont des planètes qui ont connu de la violence. Violence qui peut être symbolique, violence qui peut être de la domination, violence qui peut être du contrôle, violence qui peut être de l'abus militaire, qui peut être de l'abus sexuel. C'est des parties d'âme qui sont vraiment passées par les zones les plus sombres, les plus périlleuses, les plus douloureuses de la vie, avec la maison 8 aussi. Et dans cette vie, eh bien, elles veulent continuer à explorer ça, elles veulent continuer à comprendre ça pour aller jusqu'au bout et pour vraiment rétablir ce qu'on pourrait appeler une relation saine avec le mal, c'est-à-dire que on ne peut pas être en conflit avec le mal, mais simplement le mal doit être placé en dessous. Les passions humaines, la violence, toutes les choses de contrôle, toutes les choses égoïstes doivent être maîtrisées en nous, mais évidemment elles ne doivent pas être anéanties. Et avec les planètes qu'on a en Scorpion, eh bien, ce sont des parties d'âme qui ont besoin, souvent parce qu'elles l'ont déjà vécu, mais occasionnellement ça peut être une expérience nouvelle, une leçon nouvelle, eh bien, d'aller explorer toutes ces choses sombres de la vie. Et on pourrait dire pour les personnes spirituelles que toutes les parties d'âme qui sont en Scorpion ou en maison 8 sont des personnes qui ont vocation à utiliser l'énergie sexuelle, qui ont vocation à utiliser les énergies passionnelles inférieures de l'être humain pour être rayonnées en force guerrière à l'extérieur. C'est cette transformation du Scorpion en aigle qui est appelée, à laquelle nous appellent plutôt les parties d'âme qui se trouvent en Scorpion ou en maison 8. Alors, suite de notre cycle ici dans l'automne avec le Sagittaire, eh bien le Sagittaire, ce sont justement des parties d'âme qui ont fini d'explorer l'ombre qu'elles avaient explorée. On n'a jamais fini d'explorer l'ombre en absolu, mais on peut avoir fini d'explorer une partie significative. Et dans ce cas-là, le Sagittaire, eh bien c'est notre Orphée qui ressort des enfers, ou Héraclès qui ressort des enfers, victorieux et qui reprend goût à la vie et qui a envie de dire voilà, je suis un héros, j'ai traversé quelque chose de vraiment difficile, j'ai envie de partager cette expérience, j'ai envie de partager au monde, c'est comme à la fin de l'opéra de Gluck, la victoire, si vous voulez, d'Orphée, enfin dans la version positive donc, et cette fois-ci la personne a envie de clamer comment on peut vaincre le mal, comment on peut être plus fort que les difficultés. Les parties sagittaires sont des parties donc, qui ont traversé l'ombre et qui ont acquis une certaine sagesse et qui ont envie de partager cette sagesse. Quelque part, nos parties en Sagittaire sont nos parties les plus bénies, sont les parties, c'est la maison 9 qui correspond au Sagittaire, on l'appelait la maison de la divinité. Il y a l'idée aussi que Jupiter, qui est le maître du Sagittaire, est la planète majeure de la chance. Donc les planètes que vous avez en Sagittaire, globalement, c'est des planètes positives, c'est des planètes récompenses, c'est des planètes qui montrent que dans ces parties d'âme, il y a une foi, il y a une connexion à la divinité qui est forte.
Mais évidemment, avec des aspects plus difficiles, le Sagittaire peut aussi indiquer une forme de dogmatisme religieux, une forme une forme trop méthodique de pensée dont cette partie d'âme devrait se libérer. Capricorne, on commence le cycle de l'hiver ici, et cette fois-ci, eh bien, puisqu'on a exploré, on s'est construit dans les 6 premiers signes, on a exploré la relation à l'autre dans les signes 7 à 9, donc Balance, Scorpion, Sagittaire, et cette fois-ci avec le 10e signe, eh bien, ça y est, on a construit, donc on doit partager notre contenu intérieur à l'extérieur, on doit le montrer, on doit vraiment faire preuve de discipline. Les parties d'âme, les planètes qui sont en Capricorne sont des planètes qui recherchent une discipline, qui recherchent une exigence, qui recherchent à pas se laisser distraire. On pourrait dire que le Capricorne, c'est des sortes d'ornières pour aller droit au but, vers un but qu'on a envie de partager. Et là aussi, si on regarde en négatif, et bien sûr le Capricorne, il peut y avoir des parties qui ont été bloquées, qui ont été trop dans une direction donnée. Par exemple, si c'est Mars ou Vénus, eh bien on a pu peut-être être dans des ordres, être trop concentré, trop réprimé, trop encadré, et ça peut être aussi des parties d'âme dans ce cas qui ont besoin de sortir de l'igloo. Le Capricorne, dans son côté négatif, il a un côté igloo, et ce qu'on a en Capricorne, c'est aussi des parties d'âme qu'on a trop verrouillées, qu'on a trop disciplinées, et que donc, à l'inverse, il faut réapprendre à vivre sur le mode complémentaire, c'est-à-dire le point de polarité, comme dirait Jeff Wolf, c'est-à-dire en mode enfant intérieur plus léger, plus imaginatif que serait le Cancer. Le sens karmique du Verseau, maintenant, j'ai fait une vidéo très récemment sur le Verseau et l'individuation, c'est fondamentalement de ça dont il s'agit. Nos planètes en Verseau aspirent à acquérir leur originalité, leur vérité, au prix souvent de déplacer la blessure d'injustice. Si on a des planètes mal aspectées en Verseau, eh bien c'est des planètes qui se sentent trop différentes, qui se sentent trop mises à l'écart, qui se sentent trop mal aimées, et on doit faire ce travail avec la blessure, pas d'injustice, pardon, de rejet. Pour tous ceux d'ailleurs que le thème de la blessure de rejet intéresse, je rappelle que j'ai quelques vieilles vidéos qui sont restées un peu vintage sur la blessure de rejet, mais encore bien intéressantes si ce sujet vous concerne. Et enfin, nos petites planètes en Poisson, eh bien cette fois-ci, il s'agit d'arriver vraiment à la libération. S'il y a un signe entre tous qui nous parle de la libération spirituelle, c'est le Poisson, même si quelque part le Cancer va nous ouvrir à la subjectivité nécessaire, le Scorpion va faire éclater nos schémas d'une façon utile par rapport à ça, mais la fin du cycle de l'eau et de la libération, donc des passions humaine que représente l'eau, donc ici dans ce triangle d'eau, eh bien c'est le Poisson où il va y avoir, avec toutes les planètes qui sont en Poisson, beaucoup de déceptions, beaucoup de difficultés, et encore 3 fois plus pour la maison 12, le Poisson peut avoir ce côté un petit peu flou, un petit peu spirituel, un petit peu à devoir renoncer à certaines choses matérielles. La maison 12 est encore 3 fois plus que le Poisson, qui est un peu plus nuancé, mais qui va quand même pas mal dans cette direction, avec le signe du Poisson, les planètes doivent donc arriver à se connecter au moi supérieur, doivent arriver à se connecter à leur réalité spirituelle profonde, doivent arriver aussi à l'amour universel. Le signe du Poisson a aussi vocation à donner aux planètes qui s'y trouvent de la compassion, de la profondeur, de la sensibilité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi quelle est votre approche de l'astrologie karmique. Dites-moi si vous avez d'autres questions aussi concernant cette science. Et puis, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos d'astrologie. Merci.